Très chers téléspectateurs de Kemet Télévision, bienvenue dans votre émission Sagesse Kamit, l'espace de réflexion, de transmission et de reconnexion avec nos savoirs ancestraux. Aujourd'hui, nous abordons une thématique aussi mystérieuse que fondamentale, les mathématiques fractales du temps. Dans la pensée africaine originelle, le temps n'est pas une simple ligne droite comme l'ont conceptualisé d'autres civilisations. Il est mouvement, rythme, vibration et résonance. Il se déploie tel un tissage sacré où chaque instant reflète une tonalité, une totalité, comme un fragment d'un grand fractal cosmique. Comprendre cette géométrie subtile, c'est pénétrer les lois de l'univers, de la nature et de l'homme lui-même. Pour éclairer cette dimension, j'ai l'honneur une fois de plus de recevoir aujourd'hui un chercheur, un penseur engagé dans la reconquête de notre savoir, le frère Yao Boniche en direct de Côte d'Ivoire, qui nous partagera ses travaux et sa vision sur cette science du temps, héritée des ancêtres et toujours vivante en nous. Accrochez-vous, car ce voyage intellectuel et spirituel nous invite à réapprendre à lire l'univers, à ressentir la pulsation de la vie et à redonner au temps sa véritable essence. Sans plus tarder, cap sur la Côte d'Ivoire avec le frère Yao Boné. Au tep à toi, frère, et bienvenue une fois de plus dans le cadre de cette émission de Sagesse Kamit sur les antennes de Kemet Télévision. Frère, au tep, au Djambo, Anis Ogoma, Mboté, à tous les auditeurs de Kemet TV. Merci de m'offrir cette lucane, une fois de plus. Alors, comment ça va, frère? Ça va très bien, ça va. La Côte d'Ivoire, ça va? Oui, ça va, ça va. Ok, d'accord. Nous allons aborder une thématique très importante cet après-midi, les mathématiques fractales du temps. Tout de suite comme ça, quelle est ta perception d'une thématique aussi complexe comme celle-ci? Alors, avant tout propos, je tiens d'abord à préciser les choses pour élucider plus ou moins la perception de nos auditeurs en ce qui concerne l'explication des réalités scientifiques. La science est d'abord avant, la science est une discipline, je dirais, qui se confond aux réalités de la nature selon la perception des kémites, selon la perception des animistes, selon la perception des traditionalistes, selon la perception des Africains en général. Donc, nous, notre façon de définir la science n'est pas la même que ce que le commun des mortels retrouve dans la définition conventionnelle de cette notion de science. Donc j'aimerais ici, avant de planter le décor, préciser que la science africaine émane de l'observation de la nature. Donc tout ce que j'avance ici comme propos, comme affirmation, comme déclaration, émane d'un principe d'observation. Donc, je ne serai pas comme certains, je dirais, chercheurs ou certains scientifiques qui se prêteraient au jeu de donner des sources de d'autres auteurs, comme souvent on le demande dans la plupart des débats scientifiques ou des exposés scientifiques. Pour moi, donner des sources peuvent être, je dirais, un référencement de témoignage, je l'appellerai ainsi, un référencement de témoignage pour dire que tel auteur partage la même conviction que moi, ou tel auteur partage la même position que telle idée. C'est un référencement pour moi. Mais ce n'est pas une source de crédibilité ou de vérité. Donner des sources est un indicateur de référence.
Voilà, par rapport à un avis partagé, par rapport à quelqu'un qui dit la même chose que nous, par rapport à quelqu'un qui a évoqué les mêmes perceptions que nous. Pour moi, c'est ce que j'appelle euh, le référencement. Voilà. Donc, pour vous dire que toute idée que j'émets, toute déclaration que je fais est considérée comme une hypothèse à vérifier. Et pour moi, l'objet de la science, ça commence d'abord par des déclarations des hypothèses. Et cette science-là se confirme ou s'avère vraie lorsque la plupart des hypothèses émises en son encontre sont vérifiées par ceux qui reçoivent l'information ou par ceux qui sont à la recherche d'une vérité qui va dans le sens de cette information. Donc, il faudrait que les choses soient claires. Je n'ai peut-être pas l'autorité d'argument d'un docteur ou d'un professeur, mais pour moi, la connaissance revient à celui qui la reçoit. La connaissance, on peut la recevoir de diverses façons. On peut la recevoir soit par des classes initiatiques, c'est-à-dire si vous appartenez à une communauté et que vous avez participé à des rites initiatiques, de la part de cette communauté, vous pouvez recevoir des informations. C'est ce qui se fait dans la plupart de nos traditions africaines. Donc, ce sont des rites initiatiques organisés. Mais en plus de cela, il y a des informations cosmiques qui parviennent à ceux que l'on appelle des personnes prédisposées, c'est-à-dire vous avez le mental, le niveau mental qui vous permet de pouvoir de vous connecter à certaines sources d'informations. Et ça, c'est cosmique. Et la plupart du temps, les grands inventeurs, les grands chercheurs, les grands penseurs sont connectés à ces genres d'informations cosmiques, ce qui leur permet d'avoir certains types de connaissances qu'ils partagent et qu'ils utilisent pour créer et pour faire des inventions. Donc, en plus des classes initiatiques en Afrique, on a aussi des informations que nous recevons soit de façon onirique ou soit de façon, je dirais, mentale tout court, que l'on reçoit du cosmique, c'est-à-dire de d'autres dimensions, des dimensions autres que celles dans laquelle nous nous trouvons. Et si aujourd'hui j'aborde, je dirais, des enseignements, grâce au canal de Kemet TV, je donne des informations de cet ordre, d'ordre cosmique, c'est parce que je ressens l'obligation, sinon légitime, de partager cette information qui pourrait participer à l'éveil, parce que c'est ça la fonction première d'un enseignement cosmique. La fonction première d'un enseignement cosmique, c'est d'éveiller d'abord. Toute information distillée et qui est cosmique a pour but d'éveiller celui qui écoute cette information, rien d'autre. Parce que le vrai enseignement, l'initiation que l'on fait, que l'on donne à un individu, dépend de la capacité de cet individu à pouvoir s'en servir. Donc, tout le monde n'est pas obligé de percevoir de la même façon les informations qui sont distillées, parce que tout le monde, évidemment, n'a pas le même niveau mental pour recevoir cette information. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'Afrique est dans une phase d'éveil et de réveil. Donc, les informations qui sont distillées ici le sont pour participer et contribuer à ce réveil et à cet éveil. Voilà un peu le mot d'avant-propos que je voulais tenir avant d'aborder le thème du jour, que sont les mathématiques fractales du temps. Pour revenir à la question du frère
Niamsi, les mathématiques fractales du temps, c'est vrai que ça se présente comme un sujet assez complexe, mais c'est pourquoi nous allons entamer la démarche de définir les différents concepts qui constituent ce thème. Nous allons commencer par le concept d'abord de mathématiques. Alors, au cours de mon développement, ne soyez pas surpris d'avoir des définitions qui sortent de définitions conventionnelles. Parce que moi, je n'aime pas faire comme... je ne suis pas pour le formalisme scientifique. Pour moi, la science cosmique sort du cadre conventionnel. Parce que généralement, le cadre conventionnel, c'est le cadre imposé par le paradigme occidental. Alors que pour réellement expliquer la science dans toute sa profondeur, la science ancestrale, si l'on se met dans le moule du formalisme occidental, on s'y perd. Raison pour laquelle je n'aime pas me mettre dans le moule. Donc, je redéfinis les choses en fonction du paradigme africain. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la définition des concepts. Donc, nous allons définir 3 concepts, c'est-à-dire les mathématiques, les fractales, le temps. Nous allons commencer par les mathématiques. Bon, selon le dictionnaire, quand je prends le dictionnaire Larousse que j'ai ici, comment l'on définit les mathématiques? On définit les mathématiques comme étant une science du raisonnement déductif et de l'étude des concepts abstraits, en parenthèse comme les nombres et les figures géométriques à travers des structures et des modèles. Bon, moi je trouve ça sophistiqué. C'est vrai, c'est juste. Mais je trouve ça sophistiqué. Ça veut dire pour un individu lambda, il ne comprendra pas ce que c'est que les mathématiques avec cette définition. Donc, selon la perception que je partage, voilà comment moi je définis les mathématiques, selon l'observation de la nature. Pour ma perception, les mathématiques sont la traduction, parce que pour moi c'est un langage, c'est une façon de parler les mathématiques. C'est la traduction de toute réalité en langage numérique et géométrique. Point. Voilà ma définition des mathématiques. Donc je reprends. Pour moi, les mathématiques, c'est la traduction de toute réalité en langage numérique et géométrique. Point. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans un village planétaire où nous utilisons des sciences qui se ressemblent. OK? Et généralement, chaque peuple, tous les peuples ont leur démarche scientifique, ont leur façon d'interpréter les réalités scientifiques, ce qui fait l'identité civilisationnelle de tous ces peuples. Mais nous avons des points en commun, comme l'écriture des nombres, par exemple. Donc l'interprétation, pour moi, de ces symboles numériques que l'on appelle les chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'écriture de ces chiffres sont, je dirais, des symboles communs. Partout où vous irez dans le monde, on utilise ces chiffres-là. Okay? Mais il est important de comprendre, dans la perception cosmique, quelle est la fonction de ce que l'on appelle les chiffres. Donc, au-delà des chiffres que l'on utilise dans la démarche mathématique, ou dans la logique mathématique, que l'on utilise pour l'arithmétique ou le calcul, il y a une autre interprétation que l'on peut tirer de ces symboles. Donc, pour moi, ce ne sont que des symboles qui ont des significations. D'accord? Donc, si vous interrogez les différents groupes ethniques en Afrique, ils vous donneront les significations de chaque nombre. OK? Je ne vais pas ici traduire pour le compte des uns et des autres dans leur langue. Je vais laisser le soin à chacun d'interroger sa culture ou sa langue pour essayer de comprendre quelle est la signification de ces symboles. Parce qu'il faut considérer ces chiffres comme des symboles et non des moyens de calcul.
Ça, c'est la perception que je recommande à tout un chacun. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne sont pas des chiffres. C'est des symboles qui traduisent une réalité dans la nature. Je vais donner un exemple. Je dis bien un exemple. Je dis bien un exemple de perception. Ce n'est pas une vérité que j'impose. Ce n'est pas une trouvaille que je distille et que j'impose à chacun. C'est une hypothèse que j'émets. Ok? Je vais vous faire une proposition d'interprétation de la signification de ces symboles. Le zéro, dans la perception cosmique, selon moi, le zéro, c'est l'œuf. L'œuf, dans la tradition africaine, en général, l'œuf, c'est le début de la vie. L'œuf, c'est la dimension dans laquelle se développe la vie avant sa matérialisation. C'est-à-dire la vie se forge dans l'œuf. La vie se prépare dans l'œuf avant de vivre son expérience, je dirais, matérielle, son expérience hors de soi. Donc l'œuf, c'est le zéro. Donc le zéro ici, c'est le commencement, le début. D'accord? Le commencement, le début. Donc voilà comment on peut traduire un chiffre, un simple chiffre que nous utilisons tous les jours pour des calculs, en symbole d'une réalité de la nature. D'accord? Le 1 ici, le 1, c'est le portail. Le portail d'entrée dans une dimension. Le 1. Le 2, c'est la polarité. La polarité qui établit, je dirais, deux dimensions. C'est-à-dire la dimension du plus et la dimension du moins. Dans une la dualité. Dimension voilà, une parité de la dimension de la gauche et la dimension de la droite. La dimension du haut et la dimension du bas. Donc c'est la polarité. Le 3, c'est la force, la manifestation de la force. C'est la manifestation de la force. Le 4, c'est la stabilité, l'équilibre, la stabilité, l'équilibre. Le 5, c'est le bouleversement. Le 5, c'est le bouleversement. C'est le changement. Le 6, c'est la défense. Après, je vais vous expliquer point par point pourquoi j'émets ces hypothèses-là. Le 6, c'est la défense. Le 6, c'est la défense. Le 7, c'est la hauteur, l'élévation, la hauteur. Le 8, c'est l'harmonie. Le 8, c'est la synergie des énergies, donc l'harmonie, la bonne circulation des énergies. Le 9, c'est la prédation. C'est la prédation. Donc, je reviens maintenant aux explications de ces hypothèses. Pourquoi je donne des définitions comme ça à des symboles que les gens appellent communément les chiffres? Je vous explique. J'ai observé la nature. J'ai beaucoup observé là. Quand je parle de la nature, je parle de la faune, que sont les animaux, de la flore, que sont les végétaux, oui, et des 4 éléments primordiaux, que sont le vent, l'air, la lumière ou le feu, la terre. Au fait, nous les hommes, nous sommes la représentation de toutes ces entités, c'est-à-dire de toutes les forces de la nature et de tous les éléments. Nous sommes l'expression et la créature de tout ça. Et quand vous regardez le comportement des êtres humains, quand vous regardez aussi le comportement et la manifestation de la nature, il y a une similitude, il y a un rapport. Et vous allez voir qu'il y a des comportements qui reviennent sans cesse dans la nature. Le comportement d'abord de la naissance. C'est-à-dire que la naissance est une réalité. Tout naît. Les fleurs naissent, les animaux naissent, les minéraux naissent, les êtres humains naissent. Tout naît. Tout commence, tout a un début. Donc c'est le zéro. Oui, c'est le zéro, c'est l'œuf. L'homme sort d'un œuf. Étant dans le ventre de notre maman, vous savez qu'on est dans un œuf.
hein, comment dirais-je, quand nous sommes dans la poche hein, du liquide amniotique, nous sommes dans un œuf. Donc tout est œuf. C'est pourquoi l'œuf occupe une place importante dans nos traditions. Quand on veut commencer quelque chose, souvent on prend l'œuf pour faire des rituels. Maintenant le 1, après la naissance, parce que c'est une suite logique. Après la naissance, c'est l'expérience, c'est le départ de l'expérience. Il y a une expérience qui commence, donc il faut rentrer dans cette expérience-là. Donc le 1, c'est le portail, l'entrée. D'accord? C'est le portail. On rentre, on débute, on initie. Mais une fois qu'on rentre, on est confronté à des choix. C'est ce que certains appellent le libre arbitre. Soit on choisit d'être à gauche ou on choisit d'être à droite. Soit on choisit d'être en haut ou on choisit d'être en bas. Soit on choisit un camp ou un autre. On a un choix, on a le choix. C'est la polarité. Et notre vie est soit dans l'adversité ou soit dans le côté favorable ou bien dans le côté défavorable. Notre vie est soit dans la douleur ou dans le bonheur. Notre vie est soit dans le chaud ou dans le froid. Donc, on est toujours à la polarité des choses. Et après, c'est la force. La force, en réalité, après avoir été dans le chaud et le froid, après avoir été en haut et en bas, on est forgé. Donc, on a la force. La force quoi? La force vitale. On a la force vitale. Donc, c'est le 3, la force. Et après la force, il faut maîtriser la force. Il faut chercher la stabilité, l'équilibre. Il faut chercher la maths, la stabilité. Et toutes ces réalités, quand vous prenez la cosmogénèse, par exemple, Dogon, on retrouve tous ces caractéristiques. Le potolo, la petite graine, pour représenter le 0. Après, quand la graine éclore, pour représenter le 1, l'arrivée dans ce monde. Après, Ama, et le Nomo. Voilà. Donc, il y a la polarité. Le Ama et Nomo. Donc, si vous prenez aussi la cosmogénèse kémite, au commencement était le Nun, l'océan primordial. D'accord? Après, le Nun s'est mis à virevolter. Il y a eu un mouvement. Atum sorti du Nun. Atum a émergé. Et Atum est représenté par un cercle luminaire. Donc, l'œuf. Donc, émerger, donc rentrer dans une autre dimension. Donc, le 1. Donc, il y a toutes ces réalités-là qui décrivent un peu ce que je suis en train de donner, les perceptions que je suis en train de donner dans la définition de ces symboles. Donc, je continue ici pour le 5, pour le 4, appel à la stabilité. Le 5, il y a un bouleversement. C'est-à-dire qu'en toute chose, quand il y a un moment de stabilité, vient maintenant le moment d'instabilité. Parce que le bouleversement n'est pas la négativité, forcément. Le bouleversement, c'est le changement. En toute chose, il faut un changement. Toute chose pérenne ne peut pas rester stable éternellement. C'est pas possible. Il faut un changement, il faut un bouleversement. Le changement permet de réguler les choses, de remettre les choses en place. Le bouleversement permet de passer une transition. Donc le 5 est ce symbole-là. Le 6, c'est la défense, la canalisation. Tout être qui vient dans cette dimension est, je dirais, est inné en lui la capacité à se défendre. Si vous remarquez, tous les êtres vivants de notre dimension, ils ont une capacité de défense. Les êtres humains aussi peuvent se défendre. Tout le monde a une capacité de défense. C'est pour dire que nous sommes dans un monde où il va, à un moment donné, y avoir de l'agressivité, de l'adversité. Donc, il faut pouvoir se défendre.
La capacité de se défendre. C'est pourquoi vous voyez tous les pays du monde, toutes les communautés du monde, toutes les nations du monde ont une armée pour se défendre. Vous allez dans la nature, tous les éléments végétaux ont une capacité de se défendre. Soit un petit poison, ou bien une substance nocive pour se défendre. Soit des épines, même les fleurs ont des épines. Tout ça, c'est pour se défendre. Le 7, l'élévation, la hauteur, c'est pour dire que tout être vivant est appelé à aller vers le haut, à transcender, à prendre de la hauteur. C'est là le but de notre mission. À prendre de la hauteur, à transcender, à grandir spirituellement. D'où l'étymologie spiritualité, c'est spiritualiser. C'est-à-dire faire la spirale de l'élévation, monter. Donc le 7. Le 8, l'harmonie. L'harmonie est aussi un but à rechercher quand on vient ici. On veut la paix, on veut le bonheur, on veut le calme. L'harmonie, la quiétude. La quiétude, l'harmonie. Que toutes les énergies soient en harmonie avec le tout. Donc après, le 9, c'est la prédation. La prédation, c'est-à-dire attaquer, agresser, c'est pas péjoratif non plus. Attaquer, agresser, c'est normal parce que même quand vous allez à la cueillette, vous attaquez le fruit, vous attaquez l'arbre. Quand vous allez chasser des animaux, vous attaquez l'animal. Mais pourquoi? Pour vous nourrir. La prédation fait partie de la structure génétique de l'être. Et lorsqu'on le fait à des peuples innocents, ce n'est pas péjoratif? Là, ça c'est une autre matrice. D'accord. La prédation définie dans une matrice artificielle, là je parle de la matrice cosmique, la matrice naturelle, pas de la nature. Voilà, ça, si ça se fait dans une matrice artificielle, comme la matrice politique créée par les hommes, ça prend un autre sens. D'accord. Donc, on pose très bien les concepts, les contextes des choses. Nous sommes ici dans la nature. C'est pour vous dire que dans la nature, les choses naturelles, les choses qui appartiennent même à la définition de la structure génétique même de l'être, c'est ce qu'on est en train de définir ici. Vous voyez, les animaux sont prédateurs. Les plantes sont prédatrices. Les êtres humains sont prédateurs. Les minéraux sont prédateurs. Quand nous mourons, notre corps est jeté en terre. Il y a une prédation que notre corps subit. Notre corps est bouffé par tous les minéraux, par tous les insectes. C'est une prédation. C'est pourquoi il y a la chaîne alimentaire, parce que la chaîne alimentaire donne le cercle vicieux de la prédation, au fait, dans la nature. Donc la prédation, c'est quelque chose qui est inné en nous. Mais cette prédation-là, lorsqu'elle est transposée dans un contexte artificiel, elle devient autre chose. Parce que la prédation doit être utile ici. Elle ne doit pas être vaine. Elle ne doit pas être là, utilisée pour tout détruire. Elle doit être utilisée pour nous nourrir. La prédation doit être utilisée pour nous nourrir, pour nous développer. Elle ne doit pas être utilisée pour gaspiller la prédation. C'est pourquoi vous ne verrez jamais les animaux tuer, peut-être un seul lion tuer 200 buffles pour dire qu'il va conserver, il va faire de l'industrialisation. Exactement. Vous voyez un peu. Alors que nous, les hommes, comme nous avons transposé la prédation dans une autre dimension artificielle, qui est le monde d'aujourd'hui, donc nous faisons de la prédation pour déséquilibrer les choses, au fait. Si chaque homme se nourrissait, se contentait de sa cueillette et de ses plantes et de ses petits lapins ou bien de ses petits rats, chacun s'auto-suffirait. Mais si on est dans un autre contexte, hors des concepts, je dirais, cosmiques et de la nature, vous voyez que ça devient autre chose. Et c'est ce qui crée le mal, au fait. Le déséquilibre, si je veux dire. Donc, voilà ainsi présenter la définition des symboles de la nature. Maintenant, j'en viens au concept
des signes de calcul. Mhm. Les signes de calcul, je vais appeler à l'illustration 1 pour que les gens suivent avec nous. J'avais oublié d'appeler D'accord, cette illustration. illustration 1, justement parce que cette émission sera illustrative, comme d'habitude avec le frère Yao Boni. Voilà, nous avons l'illustration 1 qui est une empreinte fractale des doigts. Euh, L'empreinte fractale des doigts. L'illustration 1, c'est plutôt Là où il y a les l'interprétation des chiffres. signes. Oui, là où il y a les chiffres, au fait. D'accord. Voilà, là où il y a, voilà, exactement ça. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous voyez les symboles cosmiques des signes d'opération. Mhm, Là, je vais donner une autre perception de ces signes-là. Faut pas voir ces signes-là comme simplement des outils de moyens de calcul. Non. mhm, Ici, ce sont des signes qui reflètent une réalité de la nature. mhm. Je vais prendre un exemple. Quand vous allez dans la forêt, vous allez remarquer un fait. Vous prenez un fruit. Les fruits ont le temps de mûrir, d'atteindre leur maturité dans la forêt. Mhm. Le fruit va mûrir, il va tomber par terre. Il va pourrir, le noyau va sécher et le noyau va s'enfoncer petit à petit dans la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Un seul fruit, le noyau va s'enfoncer, va pousser une jeune plante. La jeune plante va atteindre sa maturité, va devenir un arbre. Et la jeune plante, à son tour, va se mettre à produire plusieurs fruits. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la floraison, il y aura la multiplication des fruits. Là, j'ai D'accord. déjà, avant même d'aborder même le symbole, j'ai déjà dit le mot, la multiplication. À partir d'une graine, on peut obtenir plusieurs autres graines. Donc, dans Mhm, la nature, les choses se multiplient. Donc, voilà le signe qui montre que effectivement la multiplication est une réalité de la nature. Les mhm. choses se multiplient dans la nature. D'accord? Exactement. Maintenant, regardez au niveau, l'exemple la plus palpable, qui est la fécondation, la phase de fécondation chez l'être humain, par exemple. Vous avez le zygote du spermatozoïde et vous avez l'œuf de l'ovule. Mhm. D'accord? Et quand les Quand les deux fusionnent, voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur les antennes de Kemet Télévision et je reçois le frère Yao Boni de la Côte d'Ivoire avec qui nous abordons la thématique sur les mathématiques fractales du temps. Nous allons prendre très rapidement une transition du côté de la régie et je retrouve juste après mon invité pour poursuivre, n'est-ce pas, cette démonstration. À tout de suite. Retour sur le plateau. Alors frère Yao, tu étais justement en train de nous expliquer, nous étions sur le signe de la multiplication et tu nous expliquais justement la rencontre entre l'ovule et le sperme qui formait plus tard un œuf. Nous étions sur le symbole de effectivement, la multiplication. oui, après le symbole de la multiplication que l'on observe très bien dans la nature, qui traduit une réalité hein, je dirais, de répétition, de régénération et de reprocréation hein, des éléments végétaux que l'on observe à partir de la décomposition d'une graine qui s'enfuit dans la terre, qui ensuite On va donne, revenir justement sur l'illustration hein, à la régie. voilà, qui donne naissance à une plante et la plante qui arrive à maturité, qui passe par la floraison et ensuite qui porte des fruits et qu'à l'intérieur de ces fruits, nous trouvons plein de graines qui à leur tour vont donner et ainsi de suite. Donc, c'est un processus de multiplication. Donc, à partir d'un fruit, on peut se retrouver à une forêt. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est une réalité. C'est observable dans la nature. On n'a pas besoin de sources pour ça. On n'a pas besoin de lire des documents pour ça. C'est des choses que vous pouvez vérifier vous-même. Vous pouvez expérimenter vous-même. D'accord? Maintenant, après, nous avons le signe
hein, de l'addition. L'addition, qu'est-ce que c'est? L'addition, qu'est-ce que c'est? J'ai pris l'exemple qui est plus palpable, hein. Nous pouvons trouver cette réalité d'exemple-là, hein, chez d'autres types d'êtres vivants, mais chez les hommes, c'est mieux observable. Quand vous prenez la fécondation chez l'humain, à partir de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, le spermatozoïde va libérer un œuf, d'accord? Et cet œuf-là va faire fusion avec l'œuf de l'ovule. Donc, il y aura une fusion. Donc, ça veut dire deux éléments vont devenir un seul élément. Donc, on parle de fusion. Donc, cette fusion-là, c'est l'addition. Cette fusion, c'est l'addition. D'accord. Donc, l'addition, c'est la fusion de deux éléments. OK? Donc, ça encore, c'est une réalité. Et ce processus-là, on peut l'observer, hein, chez d'autres êtres vivants, comme je l'ai dit tantôt. Après, on a la division. La division, c'est aussi une réalité. Quand vous prenez le phénomène de la mitose, la division cellulaire, qu'est-ce qui se passe? Pour la constitution d'un corps, chez l'embryon, chez le nouveau-né, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les éléments qui vont constituer les organes vitaux ou les parties du corps se mettent d'abord en cellules, puis ensuite en tissus. Mais pour que ça devienne un tissu, il faut plusieurs cellules. Donc, il y a la division d'une même cellule en plusieurs cellules. On a assiste à une division de la même cellule en plusieurs. C'est ça la division, en fait. C'est une réalité aussi. Et après, on a quoi? On a la soustraction, le signe moins. La soustraction, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la soustraction? Vous voyez, je veux prendre plein d'exemples de la soustraction. Je prends le cas d'une femme enceinte. La femme enceinte, elle est seule. C'est une seule femme qu'on a vue enceinte. Après, on voit un bébé dans sa main. Et le bébé, quelle action, comment le bébé est venu au monde? On a soustrait le bébé d'elle. On a fait sortir le bébé d'elle. Le pépin d'un fruit, le noyau d'un fruit, c'est soustrait du fruit pour aller créer quelque chose. Donc l'enfant va se soustraire de nous. L'homme aussi, quelque chose s'est soustrait en lui. Quelque chose est sorti de lui. D'accord? Quelque chose est sorti de lui pour contribuer à créer un autre être. La femme aussi, quelque chose est sorti d'elle pour créer un autre être. C'est ça la soustraction. C'est ça le signe moins. Donc, une fois qu'on a une perception comme ça des choses, des moyens, des signes d'opération, on comprend mieux la nature, on comprend mieux ce qui se passe. Donc, ces réalités-là nous permettent de comprendre les différents phénomènes qui se passent dans la nature. Dans la nature, tout se multiplie. Donc, la nature a une fonction de multiplication. Dans la nature, tout fusionne. La nature a une fonction de fusion, d'union. Dans la nature, tout se divise. Tout se divise. Mais pour former un seul ensemble, un même corps, tout ne se divise pas pour s'éparpiller dans la nature. Mais les choses se divisent pour participer, pour contribuer. Donc, il ne faut pas avoir la même définition de la division, je dirais, du commun des mortels, que la définition que l'on trouve dans la réalité de la nature. Ce n'est pas la même division. Et après, on a la soustraction. Dans la soustraction, telle que c'est défini peut-être dans la logique du commun des mortels, on retire quelque chose et puis la chose... Non, non. Dans la nature, une chose sort toujours d'un corps ou d'un ensemble, mais pour trouver son autonomie. Ça sort toujours d'un ensemble. Nous, en tant qu'individus, nous venons d'une famille d'abord. Voilà, justement. On vient d'une communauté, on vient d'un peuple, on vient d'une nation. Donc, on est dans un ensemble et par moments, on se soustrait de cet ensemble pour pouvoir peut-être s'exprimer, pour pouvoir se manifester, mais on vient toujours d'un ensemble. Donc, la soustraction est là pour rappeler aux uns aux autres que
On peut s'extirper, on peut s'écarter, on peut se soustraire, mais on est toujours relié à un grand ensemble. C'est ça Mhm. la soustraction. C'est ça le moins. Donc, il faut que l'Africain, dans son paradigme d'animisme, d'animiste, de kémite, revoie autrement la façon dont on lui a inculqué les signes d'opération mathématiques et les symboles cosmiques des chiffres. Ainsi, il pourra mieux traiter les mathématiques. Et ça fera de lui quelqu'un qui aura compris réellement la fonction des mathématiques et D'accord. pourra participer à la co-création. Raison pour laquelle nous avons défini ce concept de mathématiques. Nous allons passer à la définition du concept suivant. Nous allons passer à la définition du concept suivant, qui est le fractal. Alors, qu'est-ce que c'est que le fractal? Selon la définition du dictionnaire Larousse, que j'ai ici, on définit le fractal comme un objet géométrique, hein, qui est un ensemble de propriétés précises, dont celle d'être auto-similaire à différentes échelles. C'est-à-dire que le tout est semblable à l'une de ses parties. Bon, si vous allez sur Google, vous tapez fractal en images, ils vont vous donner un tas d'images que vous ne comprendrez pas forcément. Hein? Mais le fractal, dans d'autres définitions, ils vous diront que c'est des motifs qui sont répétés à différentes échelles. Ça, Mhm. je suis d'accord. La Ça, je répétition suis... de plusieurs, la répétition du même motif. Voilà, la répétition du même motif, mais à plusieurs échelles. Mhm. Voilà, du même motif à plusieurs échelles. Mhm. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec cette définition. Mais c'est l'image que l'on donne en l'illustration qui n'est pas juste dans mon sens. D'accord. Parce qu'on doit donner une autre image. Et moi, je vais toujours me référer aux réalités de la nature. La nature ne ment pas. La nature, c'est ce qui vient de la vérité. Mhm. C'est ce qui vient du vrai. C'est ce qui vient du divin. Et comme le divin est vrai, ce qu'il a mis dans la nature ne change pas, ça ne trompe pas. Donc, Mhm. le meilleur référencement, c'est la nature. Il faut toujours prendre les éléments de la nature en exemple. Et Mhm. c'est ce qui justifie toutes les théories que nous mettons en place. D'accord. Nous devons mieux comprendre ces théories-là. Donc, selon ma perception, le fractal, c'est la représentation de plusieurs et mêmes motifs à différentes échelles. D'accord. Les échelles peuvent être des mesures, des unités de mesure de longueur, des unités de mesure de masse et consorts. D'accord? Je prends des exemples. Je vais appeler à l'illustration 2. L'illustration 2.1. Parce que dans 2, il y a plusieurs sous-illustrations. Donc 2.1. Dans 2.1, dans 2.1, vous avez... j'attends de voir l'illustration d'abord. D'accord. En image à la régie, l'illustration Oui, oui. 2.1. Voilà. Ici, vous avez un relief topographique. Mhm. Ceux qui font la géologie ou la géographie sauront de quoi je parle. Vous savez, ça, qu'est-ce que c'est? Vous savez, souvent, lorsque, avant l'entame de grands travaux, vous allez voir des gens qui vont venir faire des études du sol. Mhm. Ils viennent avec des appareils comme ça, ils regardent. Ce sont ces gens d'études-là qui font. Ils calculent un peu les différents reliefs du sol avant Mhm. de passer aux grands travaux. Ici, les géologues l'utilisent pour voir un peu quels sont les différents reliefs du sous-sol. Donc ça, c'est des reliefs. Et j'ai mis ici en image à côté pour illustrer parfaitement ce que je veux expliquer. Les reliefs, c'est les montées et les descentes hein, dans le sol, dans la terre, tout ça. C'est ce qu'on Mhm. appelle les reliefs. Hein, quand la terre monte, les montagnes, les collines, les creux, les cratères, les trous, tout ça, ça c'est le relief de la terre. Mhm. Ça monte, ça descend et consort. Donc, on fait une topographie et on fait une représentation cartographique de ça. C'est ce qui explique. Vous voyez qui ressemble à des empreintes digitales. En réalité, ça, c'est pour montrer que il y a des ondulations
au niveau de la Terre. La Terre comporte des ondes. D'accord? C'est pourquoi, si vous remarquez, lors des séismes, hein, les chocs sismiques, par exemple, vous allez voir qu'il y a toujours un épicentre. C'est-à-dire ça part d'un impact, ça part d'un point, et les ondes sismiques se dégagent de son centre jusqu'à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle les ondes sismiques. D'accord? C'est un peu comme lorsque vous tapez une cloche, vous tapez un plateau de métal. Quand vous tapez, ça fait un bruit éparpillé. Avec l'écho. Voilà. Bon, on n'est pas encore arrivé à l'écho. L'écho, c'est autre chose. Mais je veux dire que quand il y a un impact, quand vous tapez sur une surface plate d'un métal, comme les Asiatiques ont l'habitude de le faire, quand ils veulent donner le gong d'un combat, par exemple, ils tapent sur un type de truc plat comme ça, ce qui fait un bruit. Mais je veux dire que du point d'impact se dégagent des ondes. Et ça fait un mouvement sonore qui s'éparpille. Une certaine résonance. Voilà, une certaine résonance. Donc, au niveau de la Terre, c'est la même chose. Quand vous tapez la Terre, ça fait, mais sauf qu'on n'entend pas, sauf qu'on ne voit pas. Mais ça fait ce mouvement-là, au fait. Ça fait ce mouvement. C'est pour ça que lorsqu'il y a des comètes qui tombent sur notre planète, ça fait des cratères, mais en ondes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grands cratères, mais ça fait des sillons comme ça. Parce que le choc est sismique, le choc s'éparpille. Donc ça fait des ondes de choc. Voilà, c'est la même chose pour les bombes. Quand les bombes explosent, ça fait aussi des ondes de choc. Donc les ondes s'éparpillent, ça arrive à certaines distances. Donc les mouvements d'impact se transforment toujours en mouvements d'ondes. L'onde est présente partout. Dans la Terre, c'est présent. Et dans l'illustration 2.2, l'illustration 2.2, voilà. Au niveau des arbres, lorsque vous coupez un arbre, vous allez voir des stries. Vous allez voir des zones. OK? Et certains exploitants forestiers même utilisent ces traces-là pour compter l'âge de l'arbre. Ils savent à peu près quel âge l'arbre a. Ils savent si c'est un vieux arbre ou pas. Ils savent. Mais ces traces-là, comment ces traces-là ont fait pour se former? Au fait, ces traces-là sont la forme, c'est-à-dire le diamètre qu'a eu l'arbre à un certain moment de sa vie, de sa jeunesse, je dirais de son enfance, jusqu'à sa maturité. L'arbre, en grandissant, laisse des traces. L'arbre, en grandissant, laisse des traces de sa jeune pousse jusqu'à son vieillissement. Donc, lorsque vous coupez l'arbre, l'arbre vous montre les traces de l'évolution de chaque diamètre qu'elle a traversé. Donc, vous voyez comme c'est magnifique. Donc, là encore, c'est pour vous dire que ça montre de façon claire que la croissance se fait dans un mouvement de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, dans un mouvement de croissance, dans un mouvement d'évolution, nous prenons différentes formes. C'est ce que l'arbre nous dit. C'est ce que l'arbre nous dit. Là encore, c'est un mouvement fractal. Donc, si je vais à l'illustration 2.3, tout ça, ce sont les éléments de la nature. C'est des éléments que vous pouvez observer dans la nature. D'accord? Que je vous invite à observer. Regardez sur notre corps. Observez, lorsque nous nous observons, c'est une façon aussi d'observer la nature parce que nous sommes des produits de la nature. L'être humain est un produit de la nature. Nous venons de la nature. Donc, nous observons notre corps qui est un microscope du macroscope, c'est-à-dire une représentation infime de la grande représentation cosmique. Donc, quand vous regardez ici le doigt, nous avons une empreinte digitale. Vous remarquez qu'il y a des ondes qui font nos empreintes. D'accord? Et ces ondes-là représentent l'identité, je dirais l'identité unique de chaque individu. C'est pourquoi les services d'État utilisent un peu, c'est le meilleur pour eux, c'est la meilleure identité d'un individu.
l'empreinte digitale. Parce qu'on estime que deux individus ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. Donc, c'est génétique. Donc, ici encore, on remarque ici un mouvement fractal des choses, c'est-à-dire du centre se dégagent des ondes autour. Se dégagent des ondes. Là encore, il y a la présence des ondes. Et j'invite l'illustration de 4. 2, 4, oui. Vous voyez, là, beaucoup ne font pas attention. Hein. On n'observe pas beaucoup notre vie. Pourtant, tout est clair. On commence bébé, on grandit et on termine vieillard. Mais vous voyez, il y a une logique de croissance. Vous voyez, il y a une logique de croissance. Et nous sommes des êtres en miniature d'abord. Nous sommes des œufs. Et après, nous devenons des embryons. Après, nous devenons des bébés. Nous devenons des enfants, jeunes, adolescents. Et vous voyez, il y a un mouvement d'évolution, de croissance. Ça encore, c'est ce qu'on appelle le fractal. D'accord. Donc, le fractal est en nous. Le fractal est en nous. Et le fractal est observable. Voilà un peu la notion, la vraie notion de fractal, hormis celle qui est expliquée sur Google. Voilà la notion cosmique, la définition cosmique du fractal. Nous allons passer à la troisième définition qui est le temps. C'est le temps. C'est quoi le temps? Le temps, bon, dans le dictionnaire, ils vont te mettre la durée des choses marquées par certaines périodes. D'accord? Durée des choses marquées par certaines périodes. Donc, ça veut dire qu'un intervalle d'un temps A à un temps B, ça fait le temps, selon le dictionnaire. C'est ce que le dictionnaire. Mais le dictionnaire dit que il faut que cette période soit marquée. C'est-à-dire, il faut donner une date précise. C'est ce qui fait le temps. Ouais, je suis d'accord en partie. Mais selon ma perception, et selon la perception cosmique que je confonds à celle de la nature, le temps, c'est la mesure de l'intemporel parce que nous sommes dans un ensemble éternel. Dans la nature, il n'y a pas de temps. La nature est éternelle. La nature a toujours été là. La nature existe toujours depuis la nuit des temps. La nature est éternelle. Mais c'est nous les hommes qui sommes venus mettre des calendriers en place. D'accord? Donc, le temps est éternel. Mais la mesure, on peut mesurer le temps. On peut mesurer le temps dans cette éternité. On peut lui donner des intervalles. Pour moi, c'est déjà une bonne définition. Mais cette mesure peut se confondre au déplacement et à la révolution de certains astres. On peut attribuer la mesure du temps au déplacement des astres, comme c'est le cas avec la Lune, par exemple, comme c'est le cas avec Vénus, comme c'est le cas avec le Soleil. On peut confondre, voilà, on peut créer un calendrier sur la base du déplacement de la révolution de ces astres-là. Mais aussi le temps, c'est la durée de la manifestation d'une énergie. Et ça, cette définition-là, elle est absente de la logique scientifique conventionnelle. Le temps, c'est la durée de la manifestation d'une énergie. Je prends un exemple. Quand, pendant un moment, il y a la sécheresse, les gens ne trouvent pas à manger et que les stocks alimentaires s'amenuisent et que les greniers se vident, on va appeler ce moment-là le moment de la famine. C'est un moment, c'est un temps. Après ça, peut-être la pluie va commencer à tomber, les espaces cultivables vont se reverdir, les aliments vont commencer à réapparaître. On appelle ça le moment de peut-être de la récolte ou le moment de la floraison et ainsi de suite. Donc, par rapport à la manifestation d'un événement ou d'une situation, on peut nommer un temps. On peut nommer un temps. Donc, le temps, pour moi, c'est la manifestation d'une énergie, puisque c'est la présence de ces énergies-là qui font que tout ceci se passe. Donc, le temps est mesurable. Le temps est métré. D'accord? Mais je vais plus loin. Pour donner une meilleure définition au temps, je vais faire appel aux caractéristiques des 7 principes de Djibouti. D'accord. Les 7 principes de Djibouti, comme tout bon kamite le sait,
c'est le principe du mentalisme, c'est le principe de la correspondance, c'est le principe de la vibration, c'est le principe de la polarité, c'est le principe du rythme, c'est le principe de cause à effet, et puis c'est le principe du genre. Donc, pour chacune de ces caractéristiques, de ces 7 principes, je vais trouver une façon d'approprier ces caractéristiques-là au temps. Et ensemble, on va observer, voir si c'est à vérifier, si c'est vérifié. D'accord. Le principe du mentalisme, par exemple. Djewuti dit, sur sa tablette d'émeraude, il a écrit que tout est mental, que l'univers est mental. Ça veut dire que tout se passe dans la tête. Il a raison, Djewuti, parce que le temps change et varie, et la réalité du temps se fait en fonction de l'humeur, de l'intention, sinon de la prédisposition mentale de chaque individu. D'accord. Je m'explique. Quand vous prenez un individu qui habite, vous voyez la zone des Inuits, où il y a les Esquimaux, dans la zone glaciaire, dans la zone des banquises, c'est-à-dire à l'extrême nord de la Russie. Justement. Là-bas, souvent, il peut faire jour pendant une année, et puis l'année suivante, il fait nuit. Mais ces habitants-là, comment ils font pour dormir, pour s'adapter, pour savoir à quelle heure il faut dormir, à quelle heure il faut réveiller, s'il n'y a pas la nuit chez eux, en un moment. C'est dans la tête que ça se passe. Ils se donnent des habitudes, ils se font un agenda, des activités. Il y a des peuples qui s'organisent en fonction du temps qu'il fait chez eux, qui arrivent quand même à vivre, ils s'habituent, ils s'accommodent. Donc c'est dans la tête. C'est dans la tête. D'abord, l'agenda du temps, ça se trouve dans la tête. Selon La Djewuti. connexion. Et lorsqu'on vérifie, on se rend compte effectivement que c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Donc le temps est mental. Le temps, il est mental. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains peuples qui s'adaptent au froid, et puis il y a d'autres qui ne peuvent pas supporter le froid. D'autres s'adaptent à la chaleur, d'autres ne peuvent pas supporter, parce que c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et puis après, il y a le principe de correspondance. Le principe de correspondance, le temps, il ne peut pas faire plusieurs temps en même temps. Les temps se succèdent toujours. C'est pourquoi vous allez voir qu'il ne peut pas faire jour et nuit en même temps, c'est pas possible. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Mais à certains endroits, l'un de notre planète, quand vous observez, quand il fait nuit, généralement, dans certaines zones, vous allez voir que d'autres zones sont... Il fait jour. Il fait jour. C'est la correspondance. Quand vous voyez que le soleil dépasse l'horizon de la planisphère, c'est-à-dire du niveau plat de l'intérieur de la Terre, quand le soleil se couche, quand on observe que le soleil se couche, bon, ça c'est une perception. Sinon, en réalité, si l'on veut concevoir que la Terre tourne vraiment et que le soleil n'apparaît plus, c'est que nous allons voir la Lune. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est une correspondance au fait. Maintenant, au niveau du climat, regardez au niveau du climat. Généralement, quand il fait chaud en Afrique, il fait très froid en Europe, dans les pays tempérés. Et vice-versa. Quand il fait chaud là-bas, il fait très froid ici. Donc, il y a une liaison de correspondance du temps. Le temps a toujours sa polarité. C'est ce que ça veut dire. Et nous allons venir à la polarité même. Le principe de vibration, le temps n'est pas statique, le temps est en mouvement. Le temps n'est jamais statique. Il est dynamique. Le temps coule et s'écoule. Le temps n'est pas statique, rien n'est figé. Tout s'en va, tout s'écoule, tout passe. Tout passe. C'est pourquoi les choses, les événements se succèdent. Rien n'est figé. Et là, on en vient maintenant au principe de polarité. La polarité, c'est les extrémités. Il y a toujours des extrémités dans le temps. Il y a des endroits très chauds, extrêmement chauds de la planète, sur notre planète ici. Et puis il y a des endroits extrêmement froids. Il y a des endroits extrêmement sombres. Et puis il y a des endroits extrêmement illuminés. Donc,
le temps a toujours sa polarité. Mhm. Le temps a son rythme. Par moment, vous sentez que le temps a accéléré. Par moment, vous sentez que le temps est au ralenti. Mhm. Vous n'avez jamais eu cette impression-là. Par moment, c'est pourquoi on a le solstice d'hiver, où on a l'impression que, voilà, la nuit est plus longue que le jour. Mhm. On a les équinoxes, qui est l'égalité entre le jour et la nuit. Et qu'on sort. On a ces tendances-là pour montrer qu'il y a un rythme. Parfois, le temps s'accélère. On a cette impression que les choses passent vite. Et parfois, on a l'impression que les choses sont ralenties. Mais en fonction de la réalité de chacun, en fonction de la situation que chacun aussi traverse. Mhm. Voilà. Et on en vient maintenant au principe de cause à effet. Si vous faites quelque chose à un temps A, cette chose-là va toujours trouver son aboutissement à un temps B. Ça, c'est la loi de la nature et la loi du temps. Mhm. C'est pourquoi on parle de karma, d'effet karmique. Quand vous posez un acte à un temps B, vous allez revoir les retombées de cet acte à un temps C. Mhm. Si vous nourrissez votre enfant aujourd'hui à un temps A, vous aurez les résultats de l'éducation, comment dirais-je, hein, de l'investissement que vous lui avez accordé à un temps B ou à un Ah, temps C. d'accord. Maintenant, ça c'est le principe de cause et effet. Ça rime avec le temps. Mhm. Maintenant, le principe du genre. Le temps est masculin, le temps est féminin. Et c'est ce qui détermine d'ailleurs l'orientation du genre à tous les niveaux. Vous avez les femelles chez les plantes, les mâles chez les plantes. Vous avez les femelles chez les animaux, les mâles chez les animaux. Vous avez les hommes, les masculins chez les êtres humains. Vous avez les féminins chez les êtres humains. C'est le temps qui désigne le sexe. Et ça, on va développer ça peut-être lors d'un prochain thème que peut-être Kemet TV pourrait m'offrir. Ça, c'est le temps qui le détermine. Et il y a un calendrier pour déterminer le sexe d'un être humain. Et ça, je le dis en connaissance de cause, ça existe. Mhm. Voilà. Dans la conception, dans le moment de la conception, en fonction d'un calendrier très adapté, on peut déterminer le sexe de l'enfant qu'on est en train de procréer. Et ça, c'est le temps qui le permet. Donc, le temps a un genre. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard que lorsque un bébé vient femme ou homme, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est en fonction hein, du moment où la procréation s'est faite. Donc, le temps a un principe de genre et puis le temps a un principe masculin et le temps a un principe féminin. Mhm. Voilà un peu. Donc, voilà les caractéristiques que je voulais donner hein, à la notion du temps. Parce que dans le mental des individus, surtout des Africains, quand on parle du temps, on a l'impression que le temps est neutre. Le temps n'est pas neutre. Le temps a ses caractéristiques. Le temps vibre, le temps en mouvement. Le temps progresse. Le temps a ses polarités, le temps a son rythme. Le temps a ses correspondances, le temps a ses causes et effets. Et le temps a ses principes du genre. Mhm. Le temps a toutes ces caractéristiques-là. Donc, faut comprendre ça. Ça, c'était pour la définition de la notion du temps. Toutes les notions ont été définies d'un point de vue cosmique. Je vais procéder à la reformulation maintenant de la thématique. Donc, on peut reformuler cette thématique comme étant les mathématiques fractales du temps, c'est l'expression numérique et géométrique de la manifestation et de l'évolution des événements cosmiques sur une durée et sur un cycle bien déterminé. Je reprends. Les mathématiques fractales du temps, c'est l'expression numérique, c'est-à-dire l'expression en chiffres et en forme géométrique de la manifestation et de l'évolution cosmique des événements sur une durée et un cycle bien déterminé.
Il est important de savoir ces notions pour comprendre le thème que nous nous apprêtons à développer. Et nous allons commencer sans plus tarder à parler, à développer le premier argumentaire qui est la représentation fractale des chiffres. D'accord, frère. La représentation fractale des chiffres, je préfère que nous prenions une autre transition, question de boire un peu d'eau du côté de la régie. Et puis on se retrouve, n'est-ce pas, pour ne plus te couper, pour te laisser développer justement cet autre sujet. À tout de suite. Retour sur le plateau, je suis en direct d'Abidjan avec le frère Yaoboni avec qui nous abordons la thématique d'une importance capitale, les mathématiques fractales du temps. Alors, frère Yaoboni, après avoir justement reformulé cette thématique-là, tu étais justement en train de nous amener vers un autre pan de cette thématique. Oui, nous allons aborder le premier argumentaire qui consiste à expliquer la représentation, la représentation fractale des chiffres. C'est-à-dire, nous avons justifié la présence du phénomène fractal dans la nature. Et comme on a dit que les mathématiques, c'est la traduction des réalités cosmiques, nous allons expliquer comment les chiffres peuvent, qui sont des symboles, peuvent traduire cette réalité-là. Voilà. Et donc, il était important de faire cette translittération de ces symboles-là quant aux réalités que nous avons expliquées plus tôt. Donc, sans plus tarder, nous parlons ici des chiffres. Donc, je vais faire appel à l'illustration 3. Donc, il est important de noter qu'on distingue deux types d'ordre fractal dans la nature. Donc, il y a l'ordre fractal identique et l'ordre fractal mosaïque. Donc, l'ordre fractal identique, qui est l'ordre fractal régulier, c'est-à-dire la représentation d'un même motif identique, donc régulier, mais à différentes échelles. D'accord? Et puis, il y a l'ordre fractal mosaïque, donc la représentation d'un motif, mais à différentes mesures. D'accord? À différentes mesures. Donc, de façon irrégulière. Donc, les formes seront irrégulières. Voilà. Et au travers en ce qui concerne les chiffres, comment on peut vous présenter cette réalité-là? C'est pourquoi nous allons faire appel à l'illustration 3. Voilà, dans l'illustration 3, regardez cet exemple. Quand je parle d'ordre fractal identique, au fait, ce dont je suis en train de parler, ne cherchez pas à l'entendre. Vous ne l'entendrez pas dans les salles de classe, surtout dans des programmes, dans nos programmes scolaires qui nous sont enseignés ici en Afrique. Ne vous attendez pas à ça, ça n'a rien à voir. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est une toute autre définition de la logique mathématique. Comment les mathématiques, d'un point de vue cosmique et d'un point de vue des réalités de la nature, doivent être perçues. Et ainsi, ça nous permet de comprendre tous les phénomènes de la nature dans le grand ensemble. Regardez par exemple, si je prends 1, le chiffre 1, si je demande la suite fractale du chiffre 1, inutile d'aller fouiller dans les cahiers de première ou de terminale qui ont fait des programmes de fonctions fractales, de suite fractale. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, la logique est toute simple. C'est celle de la nature. Nous avons défini
le fractal comme une répétition d'un même motif, mais à différentes échelles, à différentes grandeurs, à différentes mesures. Quand vous prenez l'image, par exemple, de l'escargot, regardez la coquille de l'escargot. L'escargot vous montre quelle taille il avait quand il était tout petit, de par sa pointe de sa coquille. L'escargot avait la taille de la pointe de la coquille quand il était tout petit. Mais l'escargot a grandi. Mais pour vous montrer qu'il a grandi, il vous montre les traces de sa croissance. C'est pourquoi vous voyez tous ces stages sur sa coquille. Il vous montre quelle échelle de grandeur et de mesure il a dû traverser pour arriver à cette taille-là. C'est ce que sa coquille vous dit, au fait. Donc, la coquille de l'escargot vous donne l'information de regardez toutes les traces, les échelles que j'ai dû traverser pour atteindre cette taille. C'est pourquoi vous voyez que la coquille de l'escargot est striée de cette façon. Donc, ça vous donne ici l'idée fractale de la croissance de l'escargot. Exactement. Il en est de même pour la fleur. Quand une fleur commence à donner ses pétales, elle est toute petite et centrale. Et après, elle va donner des pétales extérieurs. Elle va s'extérioriser. Mais la fleur garde ses pétales du centre, c'est-à-dire ses pétales initiales. Donc ici, on va voir que la plante s'est développée, mais avec plusieurs pétales extérieurs qui ne finiront pas de s'extérioriser. Et ce qui donne cet ensemble-là de fractales. Mais nous, les hommes, chez nous, c'est difficile à percevoir cette évolution, puisque quand on grandit, on ne se voit, on ne garde pas la forme du petit que nous étions. On grandit, au fait. Vous voyez, c'est difficile, mais il y a des êtres qui gardent un peu des traces de leur évolution. C'est ça le mouvement fractal. Maintenant, venons-en aux chiffres. On revient sur l'illustration. Venons-en aux chiffres. Avec les chiffres, c'est facile. La logique est facile. Quand vous prenez 1, et après 1, vous mettez 0, ça donne 10. Le même 1, il est toujours présent. Il était le début. Il est le début. Il demeure le début. Et il demeure le symbole du commencement. 1, 0. 1, le 0 qui était là va être succédé par un autre 0. Ça donne 100. Le 1 est toujours là, mais le 0 est aussi succédé par un autre 0 et aussi succédé, ça donne 1000. Donc de 1 à 10 000, il y a un écart. 1, si je vous pose la question de savoir, est-ce que 1 est différent de 10 000? Mais dans la logique mathématique conventionnelle, tout de suite, on va dire, mais c'est différent, parce que 1 n'est pas 10 000. Mais dans la logique cosmique, 1 égale à 10 000. Et j'explique. 1 égale à 10 000. Et j'explique. Quand vous prenez un être humain, l'être humain a commencé avec une seule cellule. Une seule cellule souche. Et cet même être humain-là, quand il sera embryon, quand il sera fœtus, quand il va naître, quand il va grandir, il va se retrouver avec des milliards de cellules. Mais est-ce que ce n'est pas le même être humain? C'est le même être humain. C'est la même identité de personne. Donc, ça, c'est très important. Est égal à 10 000. Dans la logique cosmique, 1 est égal à 10 000. Le 1 a juste fait le mouvement fractal, c'est tout. Le 1 a juste fait un mouvement fractal. Si un être humain quitte le Cameroun pour se rendre en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va changer sa nature? Parce qu'il s'est déplacé. Ça ne va pas changer sa nature. Il restera le même. Donc, un mouvement ne change pas la nature de l'élément lui-même. Quel que soit où l'élément se trouve. Donc, dans la nature, les mouvements ne changent pas. Les mouvements vont créer une variation de nature, mais ne vont jamais changer la nature. C'est ce que la nature nous dit. Ça, c'est le langage de la nature. Le 1 ici est égal à 10 000. Le 2 est égal à 20 000. Le 3 est égal à 30 000. Le 4 est égal à 40 000. Le 5 est égal à 50 000. Le 6 est égal à 60 000. Le 7 est égal à 70 000. Le 8 est égal à 80 000. Le 9 est égal à 90 000. Juste parce que
les symboles initiaux ont juste fait un mouvement. Et c'est ce qu'on appelle le fractal. Exactement. Reprenez un objet artificiel, prenez un verre, le laissez tomber par terre, il va se briser. Parce que c'est deux verres qui se sont brisés. C'est un seul verre, mais qui se retrouve en 1000 morceaux. Mais c'est un verre. Il reste un verre. Donc, la décomposition d'un élément en plusieurs autres particules constitue toujours ce même élément-là. Et ça, il y a un scientifique du nom de Euclide qui a voulu justifier ce phénomène-là par la loi qu'il appelait la loi évidente d'Euclide. Toute chose égale à la même chose est égale à elle-même. Ça, c'est la loi d'Euclide, qui est un scientifique qui a évoqué cette théorie-là. Toute chose qui est égale à la même chose est égale à elle-même. D'accord. Donc, la logique fractale de la nature veut que tout chiffre qui part de lui-même, mais qui a des variations de chute avec d'autres chiffres, est égal toujours au même chiffre initial. Donc, ça c'est la logique fractale de la nature. Maintenant, nous allons voir ce que ça donne du côté du temps. Je vais vous expliquer l'argumentaire de cette logique-là, quand on la transpose dans le temps. On peut mesurer 1 en un jour, ou en une année, ou en un siècle. Le 1, si on ne met rien derrière, chacun peut venir mettre, bon, c'est 1 an, ou bien un jour, ou bien un mois, ou bien une semaine, peu importe ce que tu mets derrière, mais ça reste 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je vais appeler tout le monde à l'observation. Lorsqu'un être humain est né le premier jour, la définition de toute sa destinée en ce jour-là est connue. Pourquoi c'est connu? Parce que le jour où il vient en naissance, ce jour-là porte le résumé de sa vie et de sa destinée. C'est pourquoi les sages et les devins lisaient facilement la destinée d'un individu. On dit quelqu'un qui n'a même pas encore vécu, n'a pas grandi, on sait déjà ce qu'il va faire, on sait comment ça va se passer, mais comment ils font? Mais la démarche était toute simple. Le jour où l'individu vient, la manifestation de ce jour-là donne les informations sur la destinée, la mission, sur le chemin de vie, sur l'énergie que incarne cet individu. Donc, on sait plus ou moins ce qu'il peut faire, comment il va faire, quels moyens il va emprunter, on sait. Puisque c'est tout un résumé condensé de sa vie qui est ancré en ce jour-là. Maintenant, le reste de sa vie et de son expérience de vie, ce ne sera que le déploiement de ces ondes. D'accord. Donc, le mouvement fractal de sa vie. C'est tout. Tout se passe en un jour. Donc, voilà comment nos anciens faisaient pour regarder l'avenir des gens. Maintenant, souvent, il ne vous arrive pas d'entendre les sages dire écoute, il y aura tel événement à telle date. Et ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Parce qu'au fait, ils lisent des signes à des moments clés. Et ces signes-là interviennent en miniature.
Je prends un exemple banal. Si je prends l'exemple d'un individu qui est né à un jour, et le même jour, vous observez que, je prends un exemple banal, hein, le bébé a dû, je vais prendre un événement heureux. Le bébé, dès que le bébé est arrivé dans la famille, le même jour, le père a eu un travail, la mère a fait une très bonne recette au commerce, c'est-à-dire, même si elle a couché le même jour, elle a eu une entrée d'argent au fait. Mhm. Généralement, comment les gens interprètent la naissance de ce nouveau-né? Ah, c'est un enfant qui va apporter le bonheur. Il C'est est comme venu ça on avec est. la chance. Voilà, il est venu avec la chance. Effectivement, le premier jour définit le restant des autres jours. Ah, d'accord. Le premier jour définit le restant des autres jours. Si l'enfant, dès sa venue, vient avec la bonne humeur, l'harmonie, pendant tout le restant de sa vie, ce ne sera que ça au sein de cette famille. Mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire dès que l'enfant vient, bon, peut-être la maman n'a pas eu la chance, elle est restée, ou bien dans la maison, il y a eu un malheur, des maladies, tout de suite, vous allez voir que les gens vont chercher à conjurer le mauvais sort. Mhm. Parce qu'ils savent que s'ils ne font rien, à l'instant là, la chose va se propager au fait. Donc c'est très important d'avoir une lecture du point de départ d'un élément. Mhm. C'est ce qu'on appelle le point d'impact. Il est important d'analyser le premier jour. Les autres jours, c'est le déploiement du premier jour, D'accord. du point d'impact. C'est ça l'ordre fractal. C'est pourquoi même quand vous faites un rêve ou un songe, si c'est un cauchemar où le mal vous est arrivé, tout de suite au réveil là, parce qu'on sait que les choses se développent en ondes, ça s'expand. Mhm. Si vous laissez les jours s'écouler, cette chose que vous avez vue qui vous a effrayé risque de se produire. Parce que les choses se développent et se cristallisent au fur et à mesure que le temps passe, ça se déploie à sa manifestation. Donc voilà la logique des chiffres ici. D'accord. Remarquez aussi, lorsqu'il arrive un événement ou une situation dans la vie d'un individu, que ce soit un accident, que ce soit un moment de bonheur ou que ce soit un événement marquant, je vais prendre un exemple ici. S'il arrive à un individu que à ses 1 an ou à son premier jour, euh, il a un choc, c'est-à-dire soit le bébé tombe ou bien le bébé, euh, je sais pas, ouais, ou le bébé tombe. Vous allez voir que à ses 10 ans, il y aura un événement similaire, peut-être sous forme d'accident. Mhm. La personne va subir un choc aussi à ses 10 ans. Mhm. Parce que 1, le fractal prochain de 1, c'est 10. D'accord. Vous voyez un peu? D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Si c'est arrivé à ces 1 an jour pour jour, mais avant même les 10 ans, prenons même si on est à la mesure du jour. Au 10e jour, la personne va subir un autre choc. Mhm. C'est pourquoi on a la logique du déjà vu. Souvent, il ne vous arrive pas de voir des choses et puis après de revoir la même chose après, qui vous donne l'impression du déjà vu, du déjà vécu. Mhm. C'était ça. Quand un grand événement doit arriver à quelqu'un, il voit ça en infime partie, en une situation négligente. Ça me rappelle un peu l'assassinat de Malcolm X. 260 jours avant son assassinat, les gens ont fait la scène de son assassinat devant lui. Est-ce que vous savez ça? Mais ça l'a échappé au fait. Mhm. Donc,
toute situation marquante qui doit nous arriver, cette situation nous envoie des signaux à un jour ou à un moment, mais sous une situation minime et négligeable. Mais les sages ont l'œil, qui ont l'œil, quand ils voient ça, ils te disent attention, il faut faire attention. Donc ça, c'est le mouvement fractal du temps. Maintenant, le mouvement fractal du temps dans sa régularité, c'est-à-dire, quand vous regardez le 1 et 10, ça se ressemble, non? C'est le 0 qui vient compléter. Mais de façon régulière, ça donne 100, ça donne 1000. Ça, c'est la régularité. Si on veut transformer ça en image, vous allez voir que ça va donner la même image, mais à des tailles différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle le fractal régulier, identique. D'accord? Maintenant, il y a le fractal irrégulier. Il y a le fractal irrégulier qu'on va voir tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a une illustration pour ça, qui est l'illustration 4. Le fractal irrégulier, qu'on définit comme étant la mécanique, hein, c'est une mécanique de cycle qui évolue de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais de façon disproportionnée, de façon irrégulière. Et c'est sur cet aspect-là que je vais m'attarder. C'est cette image? Oui, c'est cette image-là. D'accord. Regardez un peu. Même dans le calendrier grégorien que nous utilisons, que les Occidentaux nous ont imposé sous la tradition coloniale, comment est organisé le calendrier? Le calendrier est organisé en fractal. Parce qu'on a le jour de la semaine, qui est de 7 jours. Après les jours de la semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le mois, qui varie entre 29 et 30 jours, c'est ça, non? Après ça, on a quoi? L'année? On a les trimestres. On a les trimestres d'abord. Les trimestres, on a les trimestres, on a les semestres, on a l'année. Vous ne voyez pas que ça évolue de l'infiniment petit au plus grand? Après, ça s'organise en siècles, c'est 100 ans. On a le siècle. Donc, eux-mêmes, ils organisent le temps en mouvement fractal. Mais je dis que ça existe déjà. C'est des notions qui existaient déjà. Ça a toujours existé dans la nature. D'accord? Mais ici, je vais vous partager quelque chose d'extraordinaire. Et généralement, ces choses-là sont présentes et sont là, omniprésentes. Mais il faut un moment d'attention pour regarder un peu et pour comprendre beaucoup de choses. Regardez. Ici, c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours, mais que je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. J'ai défini le mouvement fractal comme étant une représentation d'un même motif. D'accord? Mais à différentes échelles. On a distingué deux types de tendances. La tendance identique, où ces motifs-là se répètent de façon identique. On a pris l'exemple de 1, 10, 100. Mais ici, on a affaire à quoi? On a affaire à 13, 20, 52, 65, 260. D'accord? Ici, parce qu'ici, il s'agit du calendrier sacré. Le calendrier sacré, pour comprendre le calendrier sacré, il faut d'abord comprendre la notion des cycles, ce que nous venons d'expliquer, c'est-à-dire les cycles qui se développent en mouvement fractal, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. C'est très important, la notion des cycles. Sans la notion des cycles, vous ne pouvez pas comprendre le calendrier sacré. Parce que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est l'effet domino. Ça veut tout simplement dire que c'est le petit qui construit le grand. Regardez l'aspect d'une pyramide. Il y a la pointe de la pyramide et puis il y a sa base. C'est ce que la pyramide veut nous signifier. C'est l'élément qui est petit là, qui, goutte à goutte, construit le grand corps. Nous voyons même l'exemple avec la fougère, cette plante à l'image là. Voilà. C'est l'infiniment petit qui contribue. C'est plusieurs tiers qui font les minutes, qui font d'abord les secondes. Et après les secondes, on a quoi? Les jours. Et après les jours, on a quoi? Non, après les secondes, on a les minutes, on a les heures. Après les heures, on a les jours. Après les jours, on a les semaines. Après les semaines, on a les mois. Après les mois, on a les années. Vous voyez, de l'infiniment, c'est l'infiniment petit. Une fois que vous arrêtez
Si vous stoppez l'infiniment petit, l'infiniment grand ne fonctionne plus. Donc, c'est une suite de l'infiniment petit à l'infiniment grand qui se propage, qui contribue à ça. Donc ici, l'infiniment petit du calendrier sacré peut être considéré comme les 13 jours. Et après, on a les 20 jours, 52 jours, 65 jours, 260 jours. Mais attention, ces durées-là peuvent être traduites en années. On peut avoir 13 ans, 20 ans, 52 ans, 65 ans, 260 ans. Maintenant, comment il était possible d'obtenir ces intervalles, ces mesures du temps? Pourquoi 13 jours? Pourquoi 20 jours? C'est simple. C'est simple. Le calendrier sacré est utilisé chez les Mayas. Beaucoup utilisé chez les Mayas. Mais attention, ça ne veut pas dire que ce sont les Mayas qui ont inventé le calendrier sacré. Pas du tout. Parce que les Mayas eux-mêmes reconnaissent que le calendrier sacré, ils l'ont trouvé chez les Olmèques. Les Olmèques, eux, à leur tour, reconnaissent qu'ils les ont trouvés chez les Toltecs. Les Toltecs reconnaissent qu'ils les ont trouvés chez les Ntomo-Encans. Les Ntomo-Encans, c'était un peuple qui vivait à l'ancienne Kemet. Les Ntomo-Encans, c'est une tribu qui était chargée d'étudier le volet astrologique et astronomique. C'était un peu la NASA de Kemet. C'est eux qui conseillaient le pharaon sur les choix politico-spirituels, tout en se basant sur les calculs astronomiques et astrologiques. On les appelait les Ntomo-Encans. Et ils ont dû migrer vers l'Amérique du Sud pour des raisons pour faciliter leurs études, puisque il est important de noter que avant l'immigration des Ntomo-Encans, les Ntomo-Encans se retrouvaient dans la région de l'actuel Mali. Et dans la région de l'actuel Mali, dans le temps, le Mali est jusqu'à aujourd'hui l'une des terres les plus élevées d'Afrique, c'est-à-dire en hauteur. Les terres du Mali surtout, où il y a les falaises du Bandiagara, où se trouvent les actuels Dogons, est l'endroit le plus proche du ciel. Et après, ils ont découvert qu'il y a un autre endroit qui est encore plus proche du ciel, qui est dans la région des Guatémaltèques, au Guatemala. Donc, ils ont dû migrer vers le Guatemala pour aller approfondir leurs recherches et les études. C'est pourquoi beaucoup ont migré vers l'Amérique. Et cette science a été dispersée du fait du métissage dans diverses tribus et autres. Donc, la science du calendrier sacré est une science qui se trouve dans les traditions africaines les plus profondes. On n'en parle pas trop, mais c'est une science qui existe. Exactement. Et je rafraîchis un peu la mémoire des uns et des autres parce que souvent les gens ont tendance à dire, mais bon, tu veux nous faire du syncrétisme parce que tu nous parles du calendrier maya. Non, c'est important de rappeler la parenté historique des choses. Parce que si le calendrier sacré était absent de nos traditions, on n'allait pas retrouver les symboles de ce calendrier dans nos Pankita, Kente, dans nos Bogolans et consorts. Parce que la mémoire artistique de ces concepteurs-là veut que toute chose qui est ancrée dans l'âme ressurgisse dans la représentation artistique. C'est pourquoi les gens rétissent ces symboles-là dans nos pagnes de façon inconsciente. Et c'est à nous, éveilleurs de conscience, de rappeler ce fait-là. C'est très important. Les Mayas eux-mêmes ne tissent pas les symboles du calendrier sacré dans l'œuvre. Vous pouvez regarder, consulter sur Internet, vous regardez les tisserands mayas, ils ne mettent pas ces symboles-là dans leur pagne. Parce que la science a été toute récente entre leurs mains. Il n'y a que nous, anciens peuples, pratiquant des sciences profondes, qui puissent connaître ces notions-là. C'est pourquoi quand j'ai reçu l'information cosmique de cette science, c'est comme si j'avais connu ça toute ma vie. D'accord. Étudié ça toute ma vie. Donc, pour revenir à la notion fractale, irrégulière du temps du calendrier sacré, nos ancêtres, comment ils ont fait pour trouver ces cycles-là? Parce que rien ne se fait au hasard. Regardez, je vais attirer votre attention sur un fait, une réalité.
Si je vous demande quelle est la période de gestation chez les poulets, c'est 21 jours environ. C'est pas ça? Mhm. Mhm. Voilà. 21 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à 8 jours vous cassez l'œuf, il n'y a pas de vie. Si vous-même vous cassez l'œuf à 8 jours, il n'y a pas de vie. Mhm. Ça veut dire le cycle bien déterminé d'une manifestation d'une énergie Mhm. aboutit à une forme de vie. Donc le cycle est important en fait. Donc le temps de gestation chez les êtres humains, c'est Mhm. 260 jours. Le temps de gestation chez les êtres humains, c'est environ en moyenne 260 jours. Certains me diront non, il y a d'autres qui font 1 an. C'est vrai, il y a d'autres qui font 1 an, mais on dit à partir de 260 jours, l'énergie vitale est présente. Il peut vivre Mhm. normalement. Mais il y a d'autres aussi qui viennent prématurés. Il y a d'autres qui viennent prématurés, raison pour laquelle on les met toujours dans des dispositions de gestation, en fait, pour qu'ils Mhm. puissent maintenir l'énergie vitale, pour qu'ils puissent être en vie. Sinon, en moyenne, c'est 260 jours. Pour qu'un homme soit bien portant, c'est 260 jours en moyenne. Quand vous calculez, ça fait, je dirais, 9 mois, quelques jours Mhm. environ. Voilà. Donc, chaque cycle de gestation, chaque durée de cycle crée un aboutissement de vie. Donc, le cycle, c'est très important. D'accord. Quand vous mettez des graines de tomates en terre, il faut un temps, quelques jours, quelques semaines pour que ça puisse sortir de terre. C'est très important. Donc, toute chose se fait sur la base des cycles. Mais l'évolution aussi de ces choses, c'est-à-dire durant l'expérience de vie de ces choses, cette expérience est marquée et jalonnée par des changements, des transformations. Mhm. Et là encore, il y a l'intervalle des cycles qui intervient. C'est pourquoi, quand vous prenez chez un individu, chez un être humain, à ses 7 ans, il a un comportement. À ses 14 ans, il a un autre comportement. À ses 20 ans, 21 ans, il a un autre comportement. De Mhm. 7 en 7, vous allez observer des comportements qui changent. C'est parce qu'il gravit des étapes en fonction de ce cycle. D'accord? Donc, qu'est-ce que nos ancêtres ont fait pour déterminer ces différents moments? Et ces différents moments ont une signification dans l'évolution mentale de l'individu. Quand je prends l'illustration des 13 jours, les 13 premiers jours d'un enfant, moi, en espace de 3 ans, j'ai eu 3 nouveaux-nés. Donc, je dis merci aux ancêtres de m'avoir permis cela, puisque ça me permet d'observer, de voir l'évolution des choses au niveau des êtres humains, Mhm. en ce qui concerne mon expérience. Je ne dirais pas que c'est identique chez les autres, mais déjà, je peux partager mon expérience en la matière et dire ce que j'ai vu. L'évolution physique et l'évolution mentale, l'évolution même de l'esprit de l'être humain. En 13 jours, il y a des choses qui se passent dans le corps de l'homme, des changements, des évolutions. En 20 jours, il y a des choses qui se passent dans le corps de l'homme. Mhm. En 65 jours, il y a encore des choses qui se passent. En 52 jours, il y a des choses qui se passent. En 260 jours, il y a encore des choses qui se passent. Donc, au regard de tout ça, de toutes ces évolutions, quand on regarde, on voit que le temps a une influence sur nous, en fait. Et quand on sait que le temps a une influence sur nous, ça élimine les hypothèses et le postulat du Satan qui nous attaque, du diable qui nous poursuit, des anges qui nous soutiennent. Ça élimine tous ces postulats-là. Mhm. Parce que ce n'est pas parce que l'arbre, l'avocatier, ne produit pas en un moment qu'il est maudit. Il passe juste son cycle de régénération. Quand l'avocatier fait la floraison et qu'il donne ses fruits, il atteint une autre étape de production et ainsi de suite. Mhm.
Mais on remplace tous ces concepts-là par des concepts, je dirais, imaginaires et fictifs, et on les remplace par des choses qui n'existent en réalité pas. D'accord. Voilà. Et donc, Donc, on peut dire que les mathématiques fractales du temps constituent un langage universel capable de reconnecter l'homme avec le cosmos. bien sûr, parce que le cosmos est en étroite liaison avec le mental de l'homme. Et l'homme vit pour le cosmos. Mhm. Parce que nous sommes ici, notre mission de vie est de contribuer à l'harmonie de cette dimension. C'est un peu comme les herbes de la forêt, les arbres de la forêt. Tout arbre de la forêt participe à l'écosystème. Et nous également devons contribuer à cet écosystème. L'homme ne devait pas être celui qui vient créer le déséquilibre. Il ne devait pas être celui qui vient tout anéantir, au fait. Il doit être un acteur de l'équilibre. Mhm. C'est ça la mission de l'homme. Et pour bien comprendre sa mission, il faut savoir qui on est en réalité. Et pour comprendre qui on est, il faut comprendre comment l'univers fonctionne. Et comme on ne peut pas sortir en dehors de l'univers, on ne peut que s'observer soi-même et observer la nature pour comprendre comment l'univers fonctionne. D'accord. Voilà, frère Boni, nous allons prendre une dernière transition pour venir clôturer avec l'émission, avec deux dernières questions. L'avant-dernière, qui est celle de savoir quelles sont, selon toi, les conséquences de l'oubli ou de la perte de cette science du temps pour le devenir du peuple africain. Je propose qu'on prenne une dernière transition très rapidement. On se retrouve juste derrière pour boucler l'émission avec ces deux dernières questions. À tout de suite. Les mathématiques fractales du temps, telle est la thématique que nous abordons avec le frère Yao Boni depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis un peu plus d'une heure. Nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission. Comme je l'ai dit avant de prendre la transition, nous allons prendre deux dernières questions pour sortir définitivement de cette émission. Alors, frère Yao, l'avant-dernière question, comme je disais tantôt, alors selon toi, quelles sont les conséquences de l'oubli ou de la perte de cette science du temps sur le devenir du peuple africain? Merci frère de m'offrir encore cette opportunité de pouvoir éclairer les uns les autres sur cette science qui a pour fonction d'éveiller tout le peuple africain. Parce que seules les informations cosmiques peuvent éveiller. Les informations artificielles ont pour rôle de soit dogmatiser un mental ou de permettre une mauvaise orientation de ce mental. Et lorsqu'un mental est mal orienté, il devient infertile, improductif. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsque nous avons des millions d'Africains qui sont dans des universités et des systèmes de programmes scolaires et qui n'arrivent pas à accéder à l'invention, à la création. Parce qu'il n'y a pas d'esprit créatif, parce que l'esprit ne reçoit pas d'informations qui leur permettent de créer. Et même au niveau du raisonnement, on observe un manque de pertinence dans le raisonnement scientifique, puisqu'ils ne reçoivent pas l'information qu'il faut. Donc, pour dire que lorsqu'on ne reçoit pas l'information cosmique, lorsqu'on est déconnecté des connaissances cosmiques ou des connaissances de la nature, on vogue dans des frivolités, c'est-à-dire dans des concepts creux qui ne mènent à rien. Vous voyez, vous pouvez avoir, je ne fustige pas nos ingénieurs africains ou nos docteurs. Parmi eux, il y a des gens qui ont la connaissance. Parmi eux, il y a des gens qui ont accès à un certain nombre de connaissances.
mais qui n'arrivent pas à s'exprimer dans une sphère où on ne privilégie pas la métaphysique des sciences endogènes, des sciences africaines. C'est ça le problème, en fait. On ne nous montre que le volet artificiel de l'information. Je vais prendre un exemple. Euh, est qualifié d'intelligent dans le système éducatif africain, généralement les enfants qui sont très bons à la dictée française. Ils sont bons à la dictée, à l'orthographe, à la grammaire. Ils savent réciter les leçons. Ils savent refaire les conversations de dessins animés. Ils savent dessiner ce qu'ils voient à la télé. Mais ça, ce n'est pas de l'intelligence. La vraie intelligence, c'est pour un enfant. Si vous apprenez à un enfant à comprendre comment une plante pousse, qu'est-ce qu'il faut à une plante pour atteindre sa maturité? Comment guérir une plante d'une maladie? Comment comprendre les animaux, la faune, la flore, l'écosystème, la photosynthèse, les éléments alchimiques de la nature? Comment fabriquer, par exemple, un compost? Comment fabriquer des aliments pour animaux? En ce sens-là, l'enfant acquiert une intelligence. Si l'enfant est capable de lire le climat de son environnement, c'est-à-dire quand il fait chaud, qu'est-ce qui provoque la chaleur? Expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel, par exemple. Des choses qui dépassent peut-être l'entendement d'un être humain dans sa maturité. Quand un enfant arrive à faire cela, et en plus de ça, quand un enfant arrive à être créatif, je prends un exemple. Quand on était enfant, on fabriquait nous-mêmes nos jouets avec les éléments de la nature. On prenait des branches de palmier, on faisait des voitures avec ça, c'est de l'intelligence. On prenait du citron pour faire des pneus. On prenait des feuilles de banane pour faire des hélices d'hélicoptères. Ça, c'est de l'intelligence parce que c'est de la créativité. Quand vous prenez un enfant, que vous lui donnez des outils, des éléments de la nature, qu'il en fait des instruments de musique, c'est de la créativité, c'est de l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec le coloriage. Ça n'a rien à voir avec le coloriage. Un enfant qui est dans un cadre où il reçoit des informations cosmiques en direct avec la nature comprend mieux le monde. Et s'il développe ses facultés mentales dans ce contexte-là, il peut arriver à créer des choses utiles pour l'humanité. Mais vous prenez un enfant qui sait dessiner des personnages de Euro Disney, de Sakatoon. En quoi est-ce qu'il relève un défi? En quoi est-ce qu'il relève? Un enfant qui fait 0 faute en dictée, en quoi est-ce qu'il relève un défi? En quoi est-ce qu'il apporte la solution à un problème? Il a eu 0 faute en dictée. Il fait 0 faute en dictée en français, même pas dans sa langue française. C'est-à-dire qu'il ne peut pas réinventer le français, plus que les Français eux-mêmes. Il ne fera que subir l'apprentissage du français. Parce que ce n'est pas sa langue. Et dans le français, il n'apprend pas le concept, il apprend les mots. Parce qu'en langue, on apprend les concepts. Parce que derrière les mots se cachent des concepts. Tout à l'heure, j'ai défini les mots-clés de la thématique, mais avec des concepts de l'animisme, avec les concepts du paradigme africain. Mais quand vous donnez une définition d'un concept dans votre paradigme, ça n'a plus de sens que quand vous le définissez dans la langue de quelqu'un d'autre. Ça n'a plus de sens et la personne comprend mieux. Vous voyez, il y a des enfants au village. Un enfant au village, quand il va à l'école coloniale pour apprendre l'orthographe ou la grammaire française, il va subir des sévices corporels pour pouvoir assimiler, pour pouvoir s'exprimer. Mais est-ce que ce même enfant-là, il est obligé d'être frappé pour pouvoir s'exprimer dans lui, sa langue? S'il veut exprimer ses idées, ses opinions, son ressenti, est-ce qu'on a besoin de le frapper pour ça? N'importe quel être humain peut s'exprimer, mais s'exprimer dans la langue d'autrui, dans un concept différent de son paradigme, mais c'est difficile. C'est pourquoi on frappe les gens pour ça. Sinon, on n'a pas besoin. Est-ce que les petits Français, on les frappe pour apprendre l'orthographe, l'arithmétique? Est-ce qu'on les frappe pour ça? Mais pourquoi on doit frapper un Africain pour apprendre quelque chose d'aussi élémentaire, si on juge que c'est élémentaire? Mais déjà, c'est un traumatisme mental. Frapper même un individu pour apprendre, c'est déjà un traumatisme. Il ne peut pas apprendre dans ces conditions. Ceux qui ont réussi à apprendre dans ces conditions, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné des individus aigris, aliénés, dangereux pour la société.
Parce que la plupart de ces ingénieurs que vous voyez dans des bureaux, tout ça, mais socialement, c'est des psychopathes. Parce qu'on les a torturés pour une acquisition simple d'informations, artificielles en plus. On les a torturés pour ça. Donc, on en a fait des psychopathes. C'est pourquoi vous avez des juges qui frappent leurs femmes. Vous avez des docteurs qui tuent sur les lits d'hôpitaux. Parce qu'ils n'ont aucun sentiment. C'est des psychopathes. Moi, je vois même que dans les systèmes scolaires, certains systèmes scolaires même, on apprenait même à comment chicoter un individu. Mais ça, on n'est pas là à l'école pour être chicoté. On va à l'école pour apprendre. Apprendre ne nécessite pas d'être chicoté. Exactement. La tête qui est là pour recevoir une information ne nécessite pas de la violence. C'est pas possible. Mais on trouve normal de frapper quelqu'un pour apprendre. Ça, c'est pas un système, ça. Ça, c'est un centre, je dirais, de torture. On apprend à l'individu à être violent, en fait. Et c'est pourquoi, moi, dans mon pays, comme la Côte d'Ivoire, vous voyez, aujourd'hui, on a le phénomène des étudiants qui sont dans des fédérations estudiantiles. Je n'insulte pas leur combat. Leur combat est très noble, c'est-à-dire l'égalité des chances, hein, la liberté pour les étudiants d'avoir accès à de meilleures conditions. Je n'insulte pas leur combat, mais je dis la méthode qu'ils utilisent pour s'exprimer, la violence, leur a été inculquée depuis le premier niveau d'apprentissage, l'école primaire. Frapper des individus, c'est de leur apprendre la violence. Donc, l'information que nous devons recevoir, c'est l'information cosmique et non l'information artificielle. C'est ce qui fait grandir l'homme. D'accord. Et donc, pour terminer, ce sont là les pistes concrètes ou recommandations que tu donnerais à la jeunesse africaine pour s'approprier et pratiquer cette connaissance dans leur quotidien, pour terminer définitivement avec cette émission. Justement, nous sommes à une époque décisive de notre histoire où beaucoup d'Africains ont accès au réveil et à l'éveil. Aujourd'hui, grâce à Internet, je ne dis pas que toutes les informations sur Internet sont fiables, mais les informations sur Internet nous donnent des indices de nous intéresser à la connaissance. Je dis toujours que toute source est une hypothèse. Qu'elle vienne d'un docteur, d'un ingénieur, d'un professeur, toute source de connaissance est une hypothèse. Même ce que je vous partage dans cette émission, considérez ces informations comme des hypothèses. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vérifier ces informations, mais dans la nature. En bon animiste, en bon africain. Seule la nature dit la vérité. Donc j'invite mes parents, mes amis et connaissances, j'invite mes semblables à s'intéresser à la connaissance cosmique. Et c'est dans la nature qu'on découvre. La nature est un livre géant qui est en permanence ouvert. C'est dans la nature qu'on peut acquérir toutes ces connaissances-là, tout en observant. Parce que c'est par là que commence la démarche scientifique, l'observation. D'accord. Voilà, merci infiniment, frère Yao, pour cette autre capsule ô combien importante pour le bonheur de nos téléspectateurs et nos milliers d'abonnés qui nous suivent dans le cadre de ces émissions sur Kemet Télévision. Très probablement, on se reverra la semaine prochaine avec une autre thématique aussi riche, frère Yao Boni. Matondo, frère, Matondo. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs de Kemet Télévision, nous arrivons au terme de cette riche émission Sagesse Kamit. Avec le frère Yao Boni, nous avons voyagé au cœur d'une science subtile et profonde, les mathématiques fractales du temps. Une connaissance qui nous rappelle que le temps n'est pas une simple succession de secondes, mais une respiration cosmique, une géométrie vivante qui relie l'homme, la nature et l'univers. Retrouver cette compréhension, c'est redonner sens à notre existence, c'est renouer avec le rythme de nos ancêtres et inscrire notre devenir dans l'harmonie universelle. Comme nous l'avons entendu cet après-midi, chaque instant est un fragment du tout et chaque acte que nous posons s'inscrit dans une trame infinie.
Puisse cette émission éveiller en chacun de nous le désir d'étudier, de méditer et surtout de pratiquer cette sagesse pour construire un avenir aligné avec les lois du cosmos. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à notre invité une fois de plus grandement, frère Yao Boni, pour son partage lumineux et surtout restons connectés à notre héritage car c'est dans la connaissance de nous-mêmes et de nos lois que réside notre véritable renaissance. 3 fois au TEP et à très bientôt. Au TEP, à bientôt.